Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales enseignement scientifique. Donc, tout dans la vidéo de ce thème, on va s'intéresser, donc dans le thème 1, sciences, climat et société, on va s'intéresser à l'énergie, au développement et au futur climatique. Parce que oui, certes, l'humain, il fait des dégâts qui ne cessent d'augmenter notre température terrestre, mais néanmoins, il commence à se rendre compte de ce qu'il fait et donc, on va essayer de poser un petit peu le pour et le contre de tout ça. Alors, tout d'abord, donc, on va s'intéresser à la consommation d'énergie, de façon générale, et notamment depuis ces 50 dernières années. Et ensuite, on va s'intéresser aux indicateurs et impacts écologiques. Let's go. Alors, tout d'abord, premier élément qu'il faut savoir sur le bilan énergétique mondial, c'est qu'on a une consommation qui est en hausse, forte hausse même, puisqu'elle a quintuplé depuis les 50 dernières années. Alors, 50 dernières années, c'est en gros années 60 jusqu'à peu près 2010-2020, l'heure actuelle. Ok, elle a quintuplé et donc cette augmentation est beaucoup plus élevée, notamment dans les pays riches et développés, que dans les pays pauvres qui malheureusement la subissent. Ok, la subissent dans tous les sens, puisqu'en plus ils ne sont pas acteurs de l'augmentation et en plus on exploite les ressources de leur pays afin de faire fonctionner diverses machines qui sont à l'origine de la perte que nous subissons et donc de l'augmentation du climat, de la température terrestre et donc du réchauffement climatique. Ainsi donc, aujourd'hui, même si en fait l'ensemble des ressources énergétiques qu'on utilise, elles sont très variées. Donc on a des énergies fossiles, des énergies éoliennes, des énergies d'uranium, etc., etc. Et la plupart de l'énergie qu'on utilise, elle est encore d'origine fossile. C'est à peu près 80% aujourd'hui de la consommation énergétique. Alors oui, vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi l'énergie fossile? Donc on va définir ça, vous l'avez peut-être vu en 6e, mais l'énergie fossile, qu'on appelle aussi énergie non renouvelable, c'est tout simplement des énergies donc provenant de sources qui sont utilisables par l'être humain, mais lorsque tout simplement l'être humain a fini de les utiliser, malheureusement pour se régénérer, elle va prendre en général plusieurs millions, voire milliards d'années pour se régénérer. C'est le cas du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Ok. En revanche, par contre, c'est moins le cas pour une autre forme d'énergie, une source d'énergie plutôt qu'on appelle les sources d'énergie non renouvelables, renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables, contrairement aux non renouvelables, elles sont disponibles directement dans la nature, en fait. Elles sont disponibles directement dans la nature, elles sont utilisables par l'homme et on peut les renouveler à l'échelle de tour de vie humain, ce qui n'est pas le cas avec les sources d'énergie renouvelables. Alors du coup, vous allez me dire, mais c'est super, on peut utiliser des sources d'énergie renouvelables à volonté alors. Bon, du coup, c'est le cas du vent, c'est le cas également du soleil et tout plein de choses que j'ai plus en tête. La géothermie, par exemple, également. Bon, vous allez me dire, mais c'est super, dans ce cas-là, pourquoi on ne se met pas à utiliser les sources d'énergie renouvelables? Alors, oui, c'est super, on peut développer cette utilisation, mais sauf que le problème, déjà, elle représente qu'une faible partie de la production énergétique mondiale, et c'est un problème économique. Parce que non seulement, bien souvent, pour le développement de ces formes d'énergie, ça demande nécessairement beaucoup plus, en général, de matériel que pour des énergies non renouvelables. Par exemple, entre une centrale et des éoliennes, le rapport est de 1700, c'est-à-dire que pour faire une centrale nucléaire, pour faire l'équivalent d'une centrale nucléaire avec des éoliennes, il en faut 1700. Vous voyez un peu le délire? C'est un ordre d'idée que je vous donne. Donc, c'est pas très économique d'un point de vue économique. Et deuxièmement, on a des problèmes d'intermittence. C'est-à-dire, par exemple, si je vous prends encore l'exemple de l'éolienne, vous l'avez vu peut-être l'année dernière, pour ceux qui vont suivre dans ma vidéo sur l'électricité, l'exobulant, vous avez vu que, mine de rien, on a des problèmes d'intermittence. Et donc, les rendements sont assez faibles. Et donc, non seulement on a des rendements faibles, et en plus, on ne peut pas les utiliser tout le temps nos éoliennes. Parce que, par exemple, en hiver, on a peu de vent. Donc, du coup, par conséquent, peu d'électricité produite. Alors, du coup, dans cette partie de cours, il y a deux choses à mémoriser. Le rendement. Donc, le rendement, par définition, c'est quoi? Ça est tout simplement la quantité d'énergie utilisée par le système divisée par la quantité d'énergie totale reçue par le système lorsque le système convertit une énergie d'une forme à une autre. Donc, c'est par exemple le cas lorsque votre éolienne, en fait, qui va recevoir du vent, qui est de l'énergie mécanique, qui va permettre de tourner les pales d'éolienne. Donc, votre éolienne va convertir sa forme d'énergie mécanique en deux formes. En une forme d'énergie électrique, qui va être réutilisée par la suite, et en une forme d'énergie malheureusement thermique dissipée par effet Joule. Voilà, donc ça, c'est deux choses. Et donc ça, c'est une chose que vous devez bien avoir en tête, c'est le rendement. Et deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est que l'énergie dans le système,
c'est le produit de la puissance fois la durée de temps, ou la durée d'utilisation delta T. Ok, donc E est en joules, P est en watts, et le temps est en secondes. Ok, pareil, il y a des unités dérivées, donc là je vous donne l'autre unité dérivée qui est très utilisée aussi, comme j'avais donné en troisième. Donc E il peut être en kilowattheure, très souvent utilisé encore une fois pour le facteur de F. P, la puissance elle est en kilowatts, et T, la durée d'utilisation est en secondes. Pardon, pas secondes, mais heures, pour faire des kilowattheures. Vous voyez un peu dire. Donc là, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire dans un exercice en enseignement scientifique sur cette partie-là. Il faut être capable de passer d'une unité de puissance à une autre, d'une unité de temps à une autre, et d'une unité d'énergie à une autre. Okay, donc le plus souvent, là, ça bloque, c'est pour passer d'une unité d'énergie à une autre. Okay, et très souvent, pour débloquer le problème, vous changez juste les unités de la puissance du temps. Okay, ou bien vous lisez bien les énoncés. Des fois, en fait, on vous donne des transpos déjà d'un énoncé. Donc, après, à partir des transpos, vous retrouvez votre énergie ou votre puissance que vous voulez dans l'unité qu'il faut. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième élément, on a des indicateurs. Et on va voir également des impacts écologiques au niveau de l'utilisation de cette énergie. Tout d'abord, l'empreinte carbone. En effet, le carbone, il est présent partout dans notre atmosphère. Okay, il est présent pour les transports, il est présent également par la production d'aliments. Oui, parce qu'on doit utiliser du dioxyde de carbone, encore une fois. Il est présent dans la production d'électricité, dans la fabrication et l'utilisation de chaque objet. Et donc là, l'empreinte carbone, qui se calcule de la manière suivante, masse de carbone libérée est égale énergie libérée fois la masse de carbone par unité d'énergie. Ok. Et tout simplement, c'est un indicateur fiable qui va permettre d'évaluer la quantité de CO2 libérée par votre objet tout au long de son cycle. Ok, le cycle de vie d'un objet, je le rappelle, vous l'avez vu en technologie peut-être en troisième, sinon je le rappelle. Franchement, on va pas se casser la tête à s'en souvenir. Mais le cycle de vie d'un objet, c'est tout simplement avec différentes étapes par lesquelles votre objet va passer depuis sa naissance en gros, donc lorsqu'il a été conçu, jusqu'à sa mort, ok, jusqu'à quand il n'est plus utilisable. Ok, voilà. Et donc cet indicateur va permettre d'orienter de manière écologique le choix de l'utilisation de l'objet, du transport, mais également d'une production d'énergie. Et cet indicateur également permet de voir si on construit ou pas un objet. Ok, donc ça c'est l'empreinte carbone qu'il faut bien avoir en tête. Alors, un effet qui est possible du coup, c'est la pollution de l'air. En effet, parce que la combustion complète du dioxyde, la combustion complète d'un matériau va conduire forcément à la production de dioxyde de carbone. Ok, donc ça est vrai pour si vous faites du bois, si vous faites une combustion avec du plastique, vous allez toujours produire du dioxyde de carbone. Ok, dans le cas où elle est complète. Si elle est incomplète, en revanche, on aura des libérations de d'autres gaz tels que de l'oxyde d'azote, de soufre ou encore du monoxyde de carbone, plus connu. Ok, en aspect physique, on a juste retenu monoxyde de soufre, de carbone, pardon. Donc très souvent, ce sera du monoxyde de carbone, mais après, on peut avoir d'autres éléments. Ok, là, c'est variable. Et ça peut être suivi même de fines particules de carbone également. Ces produits donc de combustion qui vont être libérés dans tous les cas, non seulement ce sont des gaz à effet de serre importants pour notre atmosphère et donc ça va contribuer au réchauffement de la planète, mais en plus, ce sont des produits toxiques pour la santé. Ouais, donc c'est pas beau quoi. Et donc ainsi, on va pouvoir comme ça évaluer, donc selon ce que l'on veut faire, des risques. Ok. Alors un risque, je le rappelle par définition, c'est quoi? C'est le produit de deux choses. C'est un aléa. Donc c'est un aléa, donc c'est la probabilité que l'événement surgisse fois la vulnérabilité. Ok, la vulnérabilité, ce sont les éléments que vous mettez en risque, tout simplement. Ok, les éléments qui seront pris en compte dans votre risque. Ok, voilà. Ou bien les dommages causés plutôt dans une population, dans un événement. Et donc, pour prendre un risque, pour évaluer ce risque, on va bien prendre en compte ces deux paramètres. Et donc, pour mesurer ce risque, il sera important de faire face à des lois, donc à la loi de prévention, afin de diminuer la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité la plus grave, en général, c'est les populations. Donc, pour diminuer celle-ci, on fait attention à des lois, on pratique des lois, mais également, donc, on pratique aussi des prévisions, ok? C'est-à-dire qu'on essaie de faire diverses mesures, divers et variés, de différents paramètres, afin de prévoir ces aléas. Exemple que j'ai en tête là, par exemple, c'est le volcanisme, ok? Pour prévoir du volcanisme, on essaie de surveiller l'activité sismique du milieu, parce qu'en général, ces deux phénomènes-là, ils sont liés, ok, l'un dans l'autre. Vous l'avez peut-être vu en quatrième. Et donc, on a des caméras. On a plutôt, oui, des caméras ou des radios qui vont enregistrer les ondes et qui vont voir si un séisme qui se déclenche ou pas. De là,
vous aurez d'autres radios qui vous permettent de prévenir la population en cas d'un risque de séisme ou d'un risque de volcan qui peut se déclencher. Et la prise en compte de façon générale de ces risques et des scénarios permet d'envisager donc ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire le passage d'une forme d'énergie vers une autre en fonction des différents scénarios établis par notamment le GIEC, que nous avons vu dans le chapitre précédent, qui est en fait une institution scientifique qui s'occupe du changement climatique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de notions, mine de rien, entre physique et SVT. Donc on va dire que la partie A, bilan énergétique, enfin partie 1 sur bilan énergétique mondial, bon, ça c'est de la physique. Et la partie B sur les indicateurs, tout ça, là c'est de la partie SVT. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.